Dans la petite nation, on est entouré d'argile, surtout sur la grande presqu'île. C'est tout ce qu'il y a de plus commun. Mais ce qui est fascinant avec la céramique est que tu prends n'importe quelle terre. Moi, j'ai tourné avec de l'argile que j'ai trouvée dans le jardin. C'est tellement convivial, tout le monde peut jouer avec la terre. On a tous fait ça. On renoue, je pense, avec des gestes qui font partie de notre inconscient collectif. Le processus de la poterie ou de la céramique, c'est un des seuls processus artistiques qui demande l'interaction avec les 4 éléments. Donc l'eau, l'air, le feu évidemment, puis la terre aussi. Il y a quelque chose d'alchimique qui se passe avec la transformation de la matière par le feu. La céramique, en fait, ça désigne l'argile qui est cuite, puis il y a toutes sortes de types d'argile, puis il y a toutes sortes de manières de la travailler. Tu peux façonner, tu peux enlever de la matière, rebâtir. Il semble jamais y avoir de limite aux connaissances et aux applications. Les gens reviennent à la matière, aux choses naturelles. Il y a un engouement là, pour les pièces uniques, les pièces faites à la main. Il y a définitivement un engouement pour l'argile, pour la poterie. Ça, on le voit, les gens veulent créer. Tu peux, dans un week-end, te faire un bol, une assiette ou dans une journée facilement. Alors, c'est un médium qui est abordable. Sur le tour, c'est autre chose. Sur le tour, ça demande énormément de pratique, beaucoup d'heures de pratique. On dépasse l'utilitaire. On veut vraiment créer quelque chose de nouveau qui ne ressemble pas à ce qui était fait il y a quelques années. Puis c'est un médium qui est un petit peu méconnu au niveau de l'art, que les gens vont, de prime abord, toujours en premier lieu associer même à de la céramique de plancher ou de la poterie utilitaire, mais ça peut être un médium aussi qui est très artistique, un médium d'expression aussi. Même si c'est un art qui est millénaire, il y a toujours moyen d'innover avec ce médium-là. Ouais. Là, je suis en train de faire une assiette de service qui est inspirée des outardes. L'argile, quand elle est sèche, elle est extrêmement fragile. J'aime beaucoup l'argile. Tu peux façonner, tu peux enlever de la matière, rebâtir. Il faut à la fois connaître un peu la technologie des glaçures, puis qu'est-ce que chacun des ingrédients fait, puis en même temps, ben, on laisse aller quand on met dans le four, là, parce que curieux mélange de aléatoire et de contrôle. Quand j'ai terminé les études en arts plastiques, je me suis enlevé comme potier, comme céramiste de production. La production était essentiellement de l'utilitaire, de la vaisselle, rarement des pièces de sculpture. Dans notre temps, dans les années 70, il faut dire aussi qu'on avait très peu de connaissances qui nous étaient transmises. Tout le monde cuisait à peu près à la même température, avec des gammes de couleurs qui se ressemblaient beaucoup d'un beige et d'un brun, un peu de bleu. À un moment donné, on était 14 potiers professionnels dans la petite nation ici. Puis plusieurs de nous autres avaient des employés. Puis à un moment donné, ça a tombé à 0. Présentement, mon travail avec l'argile, c'est comme dans 2 sphères. Une qui est l'exploration des formes quand j'ai un bâtiment en tête, puis un autre qui va être des pièces utilitaires, mais des pièces uniques. En fait, celle-là, c'est un cadeau de Noël. Fait que je peux passer le temps que je veux dessus. La notion de beauté, pour moi, est intéressante. D'être capable de manger dans de la vaisselle qui est belle, de vivre dans d'autres lieux, l'espace qui nous entoure, c'est pour moi
une grande richesse qui probablement qui s'est transmis aussi aux enfants, tu sais. Mon père a souvent dit aussi à quel point la beauté est importante dans le quotidien, puis ça, je pense que ça m'a beaucoup influencée. Quand je suis arrivée autour de 18 ans, j'avais une job-in que j'aimais pas trop, puis mon père avait arrêté la poterie à ce moment-là, mais il y avait encore tout l'équipement. Je sais pas si tu te souviens, le deuxième étage, c'était un entrepôt à bois. Il avait tout fallu qu'on descende dans la cave, qu'on renforce le plancher, qu'on mette une pancarte à 148. Mais il y a eu aussi le transfert technique, mais c'est juste que ça venait peut-être plus au compte-gouttes, là, parce que je demandais juste quand j'étais vraiment mal prise, là, tu sais. Je respectais sa façon d'être, mais des fois, tu la regardais faire et tu te disais, ben voyons, tu sais, là, mais là, je peux pas rien dire, tu sais. Durant, je dirais, les 10 ou 12 premières années de ma carrière, toutes les connaissances que j'avais au niveau de la poterie, ça venait de lui. Pendant longtemps, moi, je disais, elle a rien appris de moi, là. Oui, il m'a beaucoup appris, puis je dirais qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'échanges que quand j'étais au début de l'âge adulte. Là, naturellement, elle a beaucoup d'acquis, là. Ça fait des années qu'elle en fait, là. Elle a son champ d'expertise à elle, là. Mon père était potier quand j'étais petite, donc j'ai grandi vraiment avec l'odeur de l'argile autour. C'est sûr que j'ai toujours été attirée vers le tournage, donc j'ai fait de l'utilitaire depuis le début. J'aimais l'idée aussi que les gens puissent utiliser de l'art au quotidien. Donc quand j'ai commencé à faire de la poterie, tout de suite, je me suis positionnée en disant je veux de la couleur, puis je veux du raffinement, puis je veux quelque chose de plus léger, de plus délicat. Le processus de la poterie ou de la céramique, c'est un des seuls processus artistiques qui demande l'interaction avec les 4 éléments. Il y a quelque chose d'alchimique qui se passe avec la transformation de la matière par le feu. La glaçure, c'est un mélange de matières premières, des minéraux, principalement, comme ça peut être de la silice, du kaolin, du cobalt, qui sont mélangés avec de l'eau selon une certaine recette. Puis ensuite, quand c'est cuit, ces minéraux-là fondent puis font une couche vitrifiée sur la pièce. En fait, l'argile, si elle n'est pas cuite, si on la remet dans l'eau, elle va se désintégrer. C'est certain, avec l'expérience, on réussit de plus en plus, mais il y a encore des surprises, il y a encore des imprévus. Mais c'est toujours quand on l'ouvre qu'on voit si nos efforts ont été récompensés. Je tire mon inspiration beaucoup de la spiritualité puis de ma vie spirituelle. Puis là, je me suis posé la question comment faire pour mettre plus de spiritualité dans mes pièces. Puis dans un bol, c'est pas évident. Donc, depuis environ 4 ans, j'ai commencé à travailler avec la porcelaine. Donc, c'est un type d'argile, la porcelaine, qui est très blanche, puis qui a la capacité d'être translucide quand elle est assez mince. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est que je suis en train de travailler avec les différentes épaisseurs de l'argile. Plus l'argile est mince, plus elle va être translucide. Donc, cette idée-là de la translucidité, je la trouvais vraiment intéressante parce que là, on a la lumière qui traverse à travers un corps physique, qui pour moi est symbolique de la lumière divine qui est à l'intérieur de chacun de nous puis qui veut se libérer du corps physique, en fait. Donc, je tourne quand même des pièces de porcelaine, mais après ça, je grave des motifs dedans. La porcelaine est plus mince, donc elle est plus fragile. Cette fragilité-là est intéressante aussi parce qu'il y a une délicatesse que j'aime, un raffinement que j'aime, qui est aussi esthétiquement intéressant pour moi. La pièce est finie quand il y a un équilibre qui s'installe, quand tout semble à sa place. Bien, ça, c'est un exemple d'une pièce terminée qui a passé à travers la cuisson. 2 cuissons, en fait. Et la dernière cuisson était de 2200 degrés Fahrenheit, donc c'est très élevé. Puis, je mets une glaçure transparente pour être certaine qu'on puisse voir la translucidité de la porcelaine à la fin. J'adore la terre. J'avais 4 ans et je modelais des petits pots avec la terre. Alors, travailler en plus d'une façon artistique avec la terre, c'est un rêve d'enfant que j'ai réalisé à 60 ans. Moi, ce que j'aime dans la poterie, c'est d'arriver à une découverte. On est presque des chimistes parce qu'on doit faire nos glaçures nous-mêmes, on doit faire notre engobe nous-mêmes pour atteindre l'objectif qu'on veut, notamment au niveau de la couleur et l'émail sur les poteries. La plupart du temps, on fait des choses utilitaires.
Dans mon cas, moi, j'ai choisi le tournage. J'ai été fascinée par l'engobe. Depuis ce temps-là, j'ai appris à travailler avec la terre sigillée. C'est qu'on peut aller avec des dessins beaucoup plus fins. La terre sigillée, c'est un mélange à la fois de terre d'argile, de soda ash et d'eau. Maintenant, j'ai une terre qui va me servir de couleur pour appliquer sur le pot. Pour obtenir la couleur opaque recherchée, je vais devoir appliquer 3 couches. Il va falloir que je fasse ressortir le brillant de cette couleur-là pour s'assurer qu'elle est bien rentrée aussi dans la terre. J'ai terminé ma 2e étape. Je suis à la 3e étape où je fais le graffito. Le graffito me permet de faire ressortir la couleur de l'intérieur, la couleur réelle de la terre. Parfois, j'ai passé 3 heures pour un pot comme ça, juste à graffiter. Je pense que les gens apprécient le fait que je travaille avec le graffito, qui me permet de faire soit des personnages, soit des éléments de la nature, soit des animaux, soit des courbes particulières. De plus en plus, je me dirige vers quelque chose de plus abstrait. On voit qu'il est bien ressorti, donc il va être prêt pour la première cuisson. La cuisson va durer entre 4 et 6 heures pour obtenir ce résultat-là. Alors, donc une fois la première cuisson terminée, on applique l'émail. Une 2e fournée. Si on compte le temps de cuisson, le temps de travail dessus, c'est peut-être un 15-20 heures de travail. Et des fois, on est très surpris. Des fois, on est très déçu aussi. Alors, je fais plein d'essais de couleurs pour arriver à ce que je veux vraiment. Vous voyez que la partie en bas, je laisse la terre à sa couleur réelle. Je trouve ça important. C'est un respect que j'ai pour la terre. Donc, on va pouvoir le mettre en exposition ou à vendre. Vous allez le retrouver probablement au Centre culturel de la Petite Nation. Sinon, vous allez le retrouver dans le prochain Festival de l'Argile de Plaisance. Ce sont des engobes. C'est tout simplement de l'argile avec des oxydes colorants. C'est la thématique du rocher. Je me base un petit peu du rocher des 7 couleurs, un rocher que j'ai vu en Argentine. Je veux lui garder son caractère brut, organique, parce que ça, c'est de l'argile papier que j'ai utilisé pour faire cette pièce-ci. Ça lui donne une flexibilité que tu n'as pas avec les autres argiles. Tu peux toujours corriger pour avoir un bon résultat. C'est toi qui es le maître. C'est toi qui décides quel effet tu veux donner. Puis, j'adore la couleur ocre. Il y a 25 ans, je suis arrivée ici à Lochabert. Alors là, c'était extraordinaire. Là, j'avais un atelier et depuis, je dirais, une 12aine d'années maintenant, c'est ce que je fais à temps plein. Je préfère et de loin façonner mes pièces plutôt que de les tourner. J'aime la malléabilité, l'élasticité de l'argile, d'y aller par amincissement, de travailler par plaque. Et j'expérimente. Je me gêne pas pour prendre des émaux un par-dessus l'autre, de les recuire, de les réémailler jusqu'à temps que j'arrive à un résultat vraiment satisfaisant. Puis si vraiment je suis pas satisfaite, ça va au cimetière. On peut toujours récupérer notre argile puis faire autre chose. C'est un matériau qui est libre, qui offre de la liberté puis qui est libre. Au départ, j'ai fait beaucoup d'utilitaires, beaucoup d'assiettes pour aller avec la cuisine. J'ai offert également des ateliers de poterie et cuisine, un seul art. C'est vraiment un happening pour beaucoup de gens de créer leurs propres œuvres et de manger dans leurs œuvres. Mais là, dernièrement, je suis contente parce que j'explore plus dans l'expression. J'ai créé des canaux. Tu peux mettre de la nourriture dedans, mais les gens les ont pris plus comme des pièces de collection, des œuvres d'art, point. D'autres personnes aiment beaucoup mes pièces aussi en raku. C'est des pièces d'exploration, d'expression. Les gens aiment beaucoup mes couleurs. Il faut que ce soit beau. Pour moi, l'esthétisme est important.
Puis là, dernièrement, je vais aller plus vers le non utilitaire, des pots, des cache-pots, des pots pour mettre des plantes. Puis je veux vraiment travailler aussi les émaux craqués qui donnent un effet organique. Tant que la pièce n'est pas rendue dans le four, it's a work in progress. Pour moi. C'est ça la beauté de l'argile. Ma mère avait un grand livre d'histoire de l'art à travers les civilisations. Et j'ai tout de suite été fascinée par les bols primitifs, par les sculptures vraiment très primitives. Ce qui m'attire beaucoup, c'est justement l'aspect terre, l'aspect pierre, cet aspect très élémental de l'argile. Tout le monde peut jouer avec la terre. On a tous fait ça. On renoue, je pense, avec des gestes qui font partie de notre inconscient collectif. C'est du façonnage à la main. Je tourne pas. Tout ce que je fais, je commence avec une motte de terre et je ne sais pas ce que je vais faire d'avance. Je la tripote un petit peu. Puis tout à coup, hop, je reconnais quelque chose, je reconnais un personnage, je trouve un filon. Quelque chose émerge de la terre. Et je travaille très vite, en fait, très rapidement. Généralement, en 1 heure, 1 heure et demie, c'est fini. Je retouche très peu. Ça, c'est la même terre que j'ai pris. Alors, je fais des trous dedans, je gratte un peu. Je vais faire des stries. Puis là, je vais frotter, mettre de la couleur ou des oxydes dedans. Bien, moi, j'habite sur la presqu'île de Plaisance et on rencontre des tortues quasi quotidiennement au printemps, ici. Alors, ça a été mes premières pièces, ça a été de faire des tortues parce que je vis avec. C'est des tortues, c'est des oiseaux, c'est des oursonnes comme ça, des oursons, des oursonnes. Je me suis rendu compte, quand je regarde mes créatures, elles sont toujours un peu prêtes à s'ameuter, prêtes à hurler à la lune. Elles sont inquiètes, là. Elles sont inquiètes. La nature autour de nous est tellement fragile. Ça s'exprime sans même que ça ait été très conscient. Moi qui ai toujours vécu avec des aquariums et des poissons, là, je commence tout juste à m'y mettre là, sur les poissons. C'est des créatures que j'aime beaucoup. Et ça, c'est aussi des petits bols que je fais. Avec des engobes où je mélange mes oxydes dans mes engobes. Alors, ça fait presque comme une roche. J'aime aussi faire des fois des petits bols, des pinch pots. J'aime pouvoir manger avec, mettre ma nourriture dans ces plats que je fais, des petits plats utilitaires. Je fais pas dans le joli, moi, forcément. Alors, je sais pas si les gens ils veulent des choses qui sont pas nécessairement jolies, qui sont peut-être un petit peu angoissantes. Mon grand-père maternel était forgeron. Mon père était ébéniste. Il n'y avait pas de doute qu'il fallait apprendre un métier. Dans mon cas, 4 années de céramique. Après ses études en céramique dans sa Belgique natale, Koen de Winter s'est dirigé vers le design industriel. Il a, au cours de sa longue et brillante carrière, participé à la création de centaines de produits utilitaires, tant en Europe qu'au Canada. Il est reconnu mondialement dans son domaine et on retrouve même une de ses réalisations au prestigieux Musée d'art moderne de New York. Au début des années 2000, il est venu s'établir dans la région de la Petite Nation et a fondé l'atelier Orange. Je ne pouvais pas m'imaginer une retraite dans laquelle on ne fait rien. Quand j'ai commencé à réfléchir sur comment faire ça juste un peu plus grand, de façon à ce qu'on puisse avoir 3, 4, 5 employés, je me suis dit, au lieu de tourner, on va couler. Ça, c'est le moule pour faire ceci. C'est un fichier. C'est vraiment le négatif de ce que l'on veut obtenir. Ça, c'est tout du plâtre. Comme vous voyez, il n'y a rien dans cette forme-ci qui forme l'intérieur. Alors que le produit, lui, il est creux.
La raison pour laquelle on peut le faire, c'est qu'on remplit complètement et le plâtre commence à absorber l'eau qu'il y a dans ce qu'on appelle la barbotine, c'est-à-dire l'argile liquide. On attend encore 15 minutes à peu près. À ce moment-là, il y a, donc, sans la poignée, il y a ceci à l'intérieur de ça. Et donc, j'ai commencé à faire des produits coulés, la partie fonctionnelle en porcelaine et d'autres parties en grès. Ça, c'est devenu la caractéristique à travers tout cet assortiment. Ça a gardé quand même son aspect artisanal. On l'a fait pendant 4 ans et puis on a été inondé et puis tout a été détruit. Enfin, pas tout, mais ce que vous voyez en moule là, c'est tout ce qui me reste en moule. C'est tout simplement l'état dans lequel c'était le jour de l'inondation. Je me suis assez rapidement rendu compte pendant mes études en design que, en réalité, j'étais artisan. Je suis connu dans le monde des plastiques pour avoir fait des prouesses au niveau du moulage de plastique. Et c'est tout, juste grâce à ceci. Ça donne une compréhension de ce que c'est de tout voir inversé. Plus j'avance dans savoir quelque chose sur la céramique, plus je me rends compte que je devrais en savoir beaucoup plus. Il semble jamais y avoir de limite aux connaissances et aux applications. La première fois que j'ai touché à l'argile, j'avais 14 ans. C'était au Centre culturel de la ville de La Chute. J'ai essayé de tourner et je suis tombée amoureuse avec l'argile et la rotation. Là, je sais pas, ça m'a hypnotisée. Il n'y a pas de potier qui avait beaucoup d'avenir, alors je me suis dirigée dans d'autres choses. J'ai fait 1001 métiers finalement. J'ai recommencé à faire de la poterie, j'avais 40 ans. Il y avait la chaîne à bois de la grand-mère à mon chum. Puis je me disais, un jour, je vais convertir cette chaîne-là en atelier de poterie. D'où le nom de mon atelier, la chaîne qui tourne. J'ai commencé à donner des cours. Je voulais faire de la poterie, alors j'étais obligée de vendre si je veux continuer à en faire. Je sortais peut-être une dizaine de fois par année dans des expositions. J'adorais ça, mais le montage et le travail que ça imposait, ça commençait à me peser un peu. Puis on a décidé de trouver une place touristique, puis on s'est emmené à Montebello. C'est sûr que j'explore tout le temps, mais le tournage, pour moi, c'est ma façon de travailler que j'adore le plus. J'aime faire les pièces tourner. Je suis inspirée de la vie maritime, de la mer, de l'océan. Le poisson, ce qu'il représente en fait, c'est cette espèce de mouvement de liberté, d'apesanteur. C'est vraiment ça. J'ai une autre production où est-ce qu'il y a des lignes dedans, mais les lignes, ils bougent. Il y a tout le temps la vague. Je fais du raku aussi. Le raku, j'adore ça. Ici, c'est toutes mes matières premières pour faire mes glaçures. Parce que je fais tout mon émail aussi moi-même. Ça, j'en suis assez fière. J'ai rarement une cuisson sans un test de glaçure dans le four. Ma salle de four est à même ma maison. J'avais besoin d'un bon système de ventilation. Ça sort toutes les vapeurs nocives et la chaleur à l'extérieur. Un émail sur une argile peut donner complètement autre chose sur une autre argile parce qu'à 2300 degrés, les minéraux de la terre vont interagir avec les minéraux de l'argile, puis on va avoir un résultat complètement différent. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Savez-vous ce que je trouve le plus dur dernièrement? C'est d'arrêter ton choix sur une production quand il y en a 10 qui sont là en arrière, qui attendent. J'ai beaucoup de projets.
l'entreprise, ça fait 20 ans maintenant que je l'ai. Ça demande de la polyvalence, mais ça me permet une grande liberté qui, pour moi, est essentielle à ma création. Moi, je suis née sur une ferme, à Sainte-Monique de Nicolet. En fait, c'est un site paléontologique où il y a beaucoup de fossiles puis beaucoup d'argile. Alors, depuis que je suis toute petite, que j'ai la chance de sentir ce qu'elle contient, l'empreinte du temps aussi. J'ai toujours apprécié beaucoup la beauté, l'art et tout ça, donc il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient au niveau des arts. C'est drôle parce que je m'étais dit, la joaillerie ou la céramique. La céramique, on pense souvent au pot puis au tournage, mais la céramique, en fait, c'est un médium. Moi, je l'utilise maintenant autant pour faire des projets sculpturaux de type plus intégration architecturale, sculpture, art visuel, expression des œuvres qui vont avoir un sens, que de faire aussi des pièces utilitaires décoratives. Moi, j'aime la beauté de la matière, mais sous toutes ses formes, dans toutes ses étapes, puis j'aime ça pouvoir marier la même matière dans une même œuvre, mais sous différentes formes. Bien, moi, je travaille principalement la porcelaine, mais j'intègre de la pierre, le bronze, l'argent et l'or. Le bronze puis l'argent, je vais venir les intégrer avec les techniques de microfonderie. J'aime ça travailler avec des matières naturelles qui sont durables dans le temps. Moi, je travaille beaucoup dans la recherche et la composition des émaux, les traitements de surface, mais je vais travailler aussi les bas-reliefs. Donc, je vais faire des œuvres d'intégration à l'architecture, mais dans le modelage en bas-relief. Oui, j'ai fait beaucoup de céramique, mais à un moment donné, je suis revenue aussi à la matière sous une autre forme, le métal. Donc, j'ai apprivoisé aussi la joaillerie et la fonderie d'art. Je voulais mettre en valeur la matière, le côté précieux aussi, qu'on le voit moins des fois, mais de la porcelaine puis des émaux, de les mettre en valeur comme un joyau, comme une pierre, en les sertissant. Les théières, c'est une histoire d'amour. Moi, quand je crée une théière, c'est un objet d'art, c'est une sculpture. J'ai des théières qui vont intégrer la porcelaine, la pierre, le bronze et l'or, certaines même qui vont avoir des parties en argent. Puis la théière, je le vois comme un objet architectural dans l'espace. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Il y en a beaucoup. Quand on commence de plus en plus à avoir apprivoisé la matière, après ça, bien, la liberté est très grande. Même si c'est un art qui est millénaire, il y a toujours moyen d'innover avec ce médium-là. À peu près 70% du territoire ici, c'est de l'argile, surtout sur la Grande Presqu'île. On a créé un festival qui s'appelle le Festival de l'argile de Plaisance. La première édition a eu lieu en 2019. Et le Festival de l'argile, ce qu'il y a d'intéressant puis de différent des autres festivals qu'on peut retrouver, c'est qu'on parle de l'argile. Ça ouvre des fenêtres sur des utilisations qui ne sont pas si connues. Un festival de l'argile où on ne fait pas que seulement qu'exposer le travail des artisans, mais également où les gens peuvent avoir l'opportunité de faire des pièces, d'expérimenter l'argile et d'entendre parler aussi comment elle est formée, cette argile. Il y avait aussi une géologue du gouvernement fédéral qui venait exposer les formations géologiques qu'il y avait alentour dans la petite nation. Il y avait quelqu'un qui vendait des produits cosmétiques faits à base d'argile. Ça amène les gens à faire des découvertes géologiques, historiques, parce qu'on a retrouvé des vestiges autochtones de poterie, mais aussi vous avez des gens qui l'utilisent à des fins thérapeutiques. On a évidemment nos potiers qui travaillent très fort pour transformer l'argile en un bel objet qu'on va mettre dans notre cuisine, dans notre salon. On avait un tour là-bas qui permettait aux gens d'expérimenter. Sur le tour, ça a été très populaire. On a fait des ateliers de tortues aussi qui étaient gratuits. La tortue, c'est l'emblème du Parc national de Plaisance. J'avais proposé à Denise qu'on fasse un atelier sur les tortues pour des enfants, mais finalement, les adultes se sont joints.
participé. Ça a été un succès fou. À la fin de la journée, on avait des collections de 20-30 tortues. C'est vraiment magnifique, c'est très sympathique. Alors, c'est quelque chose qu'on va refaire, je crois, au prochain Festival de l'Argile. Dès le début, j'ai dit qu'il faudrait donner un peu de profondeur en y ajoutant un prix puis une bourse. Dans la première édition du Festival de l'Argile de Plaisance, j'ai gagné le prix de reconnaissance de Koen de Winter. Ça m'a surpris puis ça m'a touchée. Ça a attiré quand même pour une première édition 800 personnes, ce qui est un vrai succès. Alors, il n'y en a pas eu en 2020, mais c'est partie remise. C'est toujours le deuxième week-end de septembre après la fête du travail.